Ouais, il y a plusieurs types de floraison, mais on n'utilise que deux. Nous, en principe, on a les fleurs monoïques, comme les courges, et autrement des fleurs bisexuées, qui sont ou autostériles ou autofécondes, ou il y a les deux. Donc on verra par espèce. Après, des pieds mâles et femelles, en maraîchage, on n'a pas grand-chose. On n'a qu'une variété, qu'une espèce, pardon, mais qui n'est même pas à 100% comme ça, c'est l'épinard, donc c'est spécial. C'est une espèce où il y a des pieds mâles, des pieds femelles et des pieds bisexués. C'est marrant. Au début, ça m'a surpris parce que j'avais plein de plants qui crevaient. Je dis, ils crèvent tous, c'est bizarre ça. Et en fait, c'est les mâles parce qu'une fois que le mâle il a largué le pollen, ben, il meurt. Celui qui est que mâle. C'était marrant. Puis il y a des pieds qui sont beaucoup plus chargés que d'autres, c'est parce qu'il y a des pieds qui sont que femelles. Mais en majorité, ils sont bisexués. Il n'y a pas de souci sur les pieds. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, puis j'ai mis ça comme ça. Pour ceux qui veulent, bon, je pense que vous connaissez quand même tous un peu le fonctionnement d'une fleur. Bon, on n'a pas trop parlé d'autofécondité. En fait, l'autofécondité, c'est des plantes bisexuées, mais c'est pas parce qu'elles sont bisexuées qu'elles sont autofécondes non plus. Elles peuvent être aussi ce que j'appelle plutôt autostériles. Et souvent, c'est parce que le pollen est libéré quand le stigmate n'est pas réceptif. Voilà les distances d'isolation insectes, abeilles bourdon, voile anti-insectes avec ruchette, on en a parlé, ouverture alternative. Ça, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qui est le mieux pour ne pas s'embêter. Hein, donc dès qu'elle est la floraison dans le temps, ça peut se faire sur des laitues, par exemple, elles ne fleurissent pas. On peut décaler la plantation pour qu'elles ne soient pas en fleurs en même temps, si elles sont trop près. Il y a pas mal de choses où on peut le faire, pas tout, parce que susquets et fruits en général ça donne toute la saison, donc là on ne peut pas décaler. Isoler sous voile anti-insectes avec ouverture alternative, voilà, on y a vu. Et faire une variété par espèce, je vous l'ai dit par rapport à l'exemple des betteraves et côtes de bête. Donc je crois que j'ai rien oublié. Des espèces où c'est pas la même distance de plantation que si on faisait du légume. Exemple, la mâche ou la carotte. Bon, la carotte, c'est un peu différent puisqu'on les replante, hein, on les enlève et on les remet. Donc on les met à distance plus grande. On le verra après. Une carotte en graines, ça te fait une plante comme ça. Donc si tu les sers comme si tu allais faire des carottes pour la vendre, elles vont pas donner de la belle graine, elles sont trop serrées, beaucoup trop denses. La mâche, c'est pareil. La mâche, pour la graine, je la plante comme la salade, 30-30. On le reverra après. Bon, le tri, tu vois, par rapport à... On l'avait vu aussi par rapport, par exemple, aux salades qui montent précocement, il ne faut pas les laisser pour la graine. Autrement, sur certaines espèces, ça sera la couleur ou la forme, la grosseur, la précocité. Il faut garder les variétés dans leur spécificité pour les utiliser, justement. Il y a des laitues d'hiver, des laitues de printemps, des laitues d'été. Il faut laisser les laitues d'hiver en hiver, parce que sinon... génération en génération, elles vont perdre leur antigel. Et puis les laitues d'été, elles résistent beaucoup à la montaison, plus que les autres, donc il faut les laisser là aussi. Si vous faites une laitue de printemps en été, elle va monter tout de suite, elle ne va pas paumer, une reine de mai par exemple, il ne faut pas la faire en été. Il y a plein de choses qui sont très précises comme ça au niveau des saisons, comme l'oignon aussi. Voilà. Et du coup, par moi, je pense à un truc là, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas intérêt à reproduire ce qu'on a sous serre, forcément. Oui. On arrive à se concentrer vraiment sur du planchon. Hein. Ouais, c'est mieux. Après, nous, ce qu'on a envie de faire cette année, c'est de prévoir des petits tunnels à mettre sur les tomates. Pour quand il fasse mauvais, pour préserver la récolte quand même. On a des arceaux, j'en ai plein, j'en ai au moins 500 d'arceaux. Donc on va pouvoir en faire une partie. Sur les variétés, je pense qu'on va peut-être faire la moitié avec le tunnel prêt à mettre dessus. Et puis l'autre moitié, voilà, on en fera beaucoup si c'est une bonne année, et puis moins si c'est une mauvaise. Mais Donc là, voilà, il y a les photos des tamis. Des tamis, pas pour la semence, non, pour tamiser. Maçonnerie, il y a d'autres choses qui utilisent ça aussi. Il y en a 10, on a 10 tailles différentes.
12, c'est le plus gros qu'on a pas. 12 tailles. Et c'est bien d'avoir les 12 parce que dans nos boulots en légumes, on a plein de graines, il n'y en a pas une pareille, quoi. Il y a vraiment des différences de graines de toutes sortes. Ouais, mais tu prends du radis, tu n'auras pas la même graine d'une variété à l'autre. Tu as plein de trucs, c'est totalement différent. C'est vraiment. Ouais, tu as du fin et puis du pas fin. Si tu veux faire je sais pas moi, du pourpier ou pourpier d'hiver de la Clayton, c'est hyper fin, donc il te faut le plus petit. Après, si tu veux faire du chou, bah, il te faut le modèle au-dessus. Sur certaines variétés, c'est relativement petit. Le radis, après, c'est plus gros, et ainsi de suite, quoi. Après, tu as des graines qui sont biscornues. Et en fait, bah là, j'ai arrêté les tamis bois, parce que les tamis bois, c'est le chantier, les graines se coincent dedans, et pour les nettoyer, c'est une vraie galère. Du coup, on a opté quand même pour le tamis plastique, quoi, qui lui est bien étanche. C'est bien soudé, c'est collé sur le grillage, et du coup, il n'y a pas de possibilité que ça se coince dedans. Parce que le tamis bois, bon, en fait, le grillage, il est entre deux couches de bois. Et ben, tu as des graines qui rentrent dedans, et après, tu risques d'avoir des graines mélangées, donc nous, c'est pas possible, quoi. Donc, on a arrêté les tamis bois. Oui, j'en ai aussi avec les poignées. Mais ceux-là, ils sont plus chers. Je les avais achetés, mais j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir 4. C'est des gros modèles, des plus gros. Bon, si vous n'êtes pas trop loin, après, c'est pas la peine d'en avoir chaque année, hein. Nous, au début, quand on a commencé avec le groupe, tout le monde venait chez moi parce qu'il y avait les tamis puis les machines. Alors, maintenant, il y a des machines en Franche-Comté, ils ont des machines qu'on a fait avec l'atelier paysan. C'est le modèle des miennes. En fait, moi, j'ai été là-bas pour superviser un peu. Il y a des photos de la batteuse qui fait aussi petite colonne, c'est celle-là. Ici, c'est une petite batteuse là-dedans. Donc, c'est juste une pale en cuir sur un disque excentré. Et ça écrase les graines, enfin avec leur enveloppe de compte, et du coup ça défait l'enveloppe de la graine. C'est beaucoup utilisé pour les poireaux. On l'utilise aussi beaucoup pour les carottes parce que ça permet d'ébarder la graine de carotte, sinon c'est impossible à trier. Et puis après, elle va beaucoup mieux à mettre au soir aussi. Et puis on fait aussi les tomates, parce que les tomates, quand on les fait sécher, les graines, elles s'agglomèrent. Donc on les passe dedans, ça permet de toutes les défaire. Donc il y a un réglage où on règle, suivant les graines, plus ou moins fort, quoi. Plus ou moins vite, en fait, c'est la vitesse qui fait la force, en fait. Et l'autre machine là-bas, en fait, ça c'est une épépineuse. En fait, on passait les tomates là-dedans. Parce que nous, on avait un gros souci, on écrasait les tomates, mais ça nous faisait des volumes monstres, et alors après, à nettoyer, une fois qu'on était là où on n'avait pas beaucoup d'eau, donc on investit, bon, c'est pas un gros investissement, c'est vite rentable, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, on a des seaux où après, il n'y a que les graines quasiment, quoi. On met un peu de jus pour que ça fermente. Enfin, on verra dans le détail après. Hein. Et c'est vraiment. Du coup, on a mis un système sur la ferme avec des clients ou des amis qui viennent nous aider à cueillir les tomates, à les passer, puis ils repartent avec le jus. Conservation des semences, on y a vu aussi. Oui, c'est aussi sur les sachets, voilà, nous on marque la traçabilité, hein, donc on l'a aussi sur informatique. Mais sur les sachets, il y a la date de récolte, le nom de la variété, évidemment, espèce et ainsi de suite. Il faut vraiment un suivi. Enfin, nous on est obligé parce que vu tout ce qu'on a, on a intérêt. Et sur l'informatique, on y a par année aussi. Comme ça, on voit tout de suite ce qu'il faut renouveler. Et dès qu'on en refait, on remet une ligne pour la nouvelle année. Donc on a vraiment un truc assez carré quand même, enfin très carré, pour éviter les problèmes. Voilà, c'est pour ça qu'on renouvelle, on sait que telle espèce, il faut renouveler au maximum à tant d'années, quoi. Mais après, sur chaque espèce, il y aura des durée germinative officielle. Donc là, on a tout vu. On va surtout éviter aussi de laisser trop les graines au soleil. Et même quand on sèche, souvent on sèche, mais le tunnel où j'ai fait sécher, je le blanchis. Pour qu'il y ait moins d'UV. Moins de chaleur aussi. Voilà, des fois les tomates, on les sèche plein soleil pendant 1 heure, quelque chose comme ça, quand il fait très chaud. Juste pour enlever vraiment la première eau. Puis après on les met à l'ombre. Ou dans le tunnel, comme il est ombré. La durée de germination, c'est vous qui l'avez déterminée? Non.
Non, non, c'est officiel, il y a un truc officiel. C'est pour ça que vous verrez dans les espèces, il y aura durée germinative, mais possible temps. Parce qu'en fait, il y a l'officiel et puis il y a la réalité. Qui est souvent bien différent, des fois pas, ça dépend, mais ça je peux vous le dire. Donc voilà, bon, on va commencer par variété, par espèce, pardon. Donc il y a des choses que j'ai mis comme l'amarante qui ne vous parlent pas trop, sauf que maintenant l'amarante on en fait beaucoup en maraîchage, en verdure en fait. Notamment dans les mélanges, les mesclins. Et ça part bien. Donc nous on l'utilise pas du tout pour la graine, c'est que pour la feuille. Mais on a de plus en plus de variétés parce qu'il y en a des différentes, il y a des rouges, il y a des un peu jaunes, il y a des mouchetés, il y a un tas de trucs. Gustativement c'est pas mal, puis c'est intéressant au niveau des couleurs, quoi. Et puis c'est une plante qui est quand même riche, l'amarante aussi. Donc voilà. Il y a un risque de croisement, mais il n'est pas très important, il faut faire gaffe quand même. Fleurs mâles et femelles sur la même plante. La plante peut être autoféconde. Donc ce qu'on peut, quand c'est autofécond, l'avantage comme ça, c'est qu'on peut voiler une espèce. Comme ça va se mélanger quand même dessous entre les pieds, parce qu'ils vont se toucher. Et il n'y aura pas de risque s'il y en a d'autres à côté, notamment les sauvages, parce qu'il y a quand même pas mal d'amarantes sauvages dans les cultures maraîchères, qui se consomment aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Je vous conseille d'ailleurs de la consommer. Voilà, distance de plantation, mais 40-40, puis ça peut être modulable selon les espèces en plus. Mais par contre, durée germinative 10 ans. Donc si vous voulez faire de la graine, vous pouvez en faire une par an et avoir plusieurs variétés. Donc l'aneth, j'ai mis de l'aromatique parce que c'est beaucoup utilisé quand même dans le maraîchage. Donc l'aneth, c'est les insectes. Après, on n'a pas non plus 50 variétés d'aneth. Donc on peut faire une variété par an. La durée germinative, c'est 3 ans, possible jusqu'à 5 ans. Donc là, j'ai bien marqué 3 ans, possible 5. Ah oui, on récolte au fur et à mesure quand même, parce que le problème, c'est que les ombelles primaires, elles mûrissent avant les autres. Donc c'est conseillé de les récolter avant. En plus, dans les primaires, dans tous les ombellifères, on prend les primaires, nous, pour notre souche. Parce que c'est la plus belle graine qui est là. En général, elle est beaucoup plus grosse, c'est une grosse ombelle. Mais ça va vite de récupérer les ombelles primaires avec un sécateur, c'est aéré la nette. Il faut qu'elle commence de brunir. On peut commencer de récolter. Ouais, ça va vite. Parce qu'il faut faire gaffe, parce qu'après, ça risque de tomber facilement s'il y a de la pluie ou du vent. Ça risque de tomber sur la nette. Le fenouil, c'est à peu près pareil aussi. On essaie de récolter légèrement prématuré, pour ne pas avoir de soucis. Bon, j'ai mis la roche, bon ça pousse tout seul, il n'y a pas de souci. Alors on a des comptes rendus, comme quoi on peut faire les deux arroches, la verte et la rouge, et ça, apparemment ça ne se croise pas. Durée germinative 10 ans, donc vous pouvez en faire une par an si vous voulez faire de la graine. L'artichaut, par contre, ça c'est intéressant ça. Donc là on a des fleurs individuelles mais groupées en capitules. C'est-à-dire que la capitule, elle comprend plein de fleurs les unes à côté des autres. Mais elles sont bisexuées mais autostériles. C'est-à-dire que la fleur ne peut pas se féconder elle-même. Parce que le pollen va être libéré de la fleur avant que le stigmate ne soit ouvert et réceptif. Du coup, ça va féconder obligatoirement une autre fleur. Mais possible de la même capitule. Il n'y a pas plusieurs fleurs, il y a des milliers de fleurs en fait. Mais il y en a des centaines sur la même capitule. Chaque graine est issue d'une seule fleur. Mais souvent, c'est un peu comme on a vu, tu as quand même la première capitule qui est avant les autres. Sur la fleur, le pollen est libéré avant que le stigmate soit ouvert, soit réceptif. C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça marche. Ouais, de préférence pour les graines, on regarde celui-là aussi. C'est l'artichaut, le premier, c'est le plus gros. Après, autour, ils sont tout de suite un peu plus petits, les secondaires. Ce qui va influencer le taux de germination, c'est les moisissures. Tu peux les congeler à moins 20, tes graines, les ressortir après, et puis elles vont germer. Au contraire, elles auront une durée germinative plus longue, parce que quand c'est bloqué, c'est bloqué. Attention au cardon, c'est quand même c'est un artichaut, le cardon. Sauf qu'il est bisannuel, il ne fleurit pas la première année. Donc ça se croise, si c'est fleuri en même temps, attention. Durée germinative, 7 ans, possible 9 ans. Donc on peut faire plusieurs variétés sans se casser la tête. Parce que l'artichaut, vous le mangez avant qu'il soit ouvert, donc ça ne pose pas de problème, même au niveau de la vente légumes. Je dis surtout ça par rapport à quand on fait légumes et semences. Ben voilà, pareil, l'artichaut, on peut faire de la semence et 10 variétés d'artichauts à côté, c'est pas un problème, si on ne les laisse pas fleurir. Le cardon, lui, il ne fleurit pas la première année, alors que l'artichaut, il fleurit dès la première année. Au niveau de la récolte de semences, en fait, il est bisannuel.
Aubergines. Ben, c'est aussi des fleurs autofécondes, mais par contre, celles-là, elles peuvent se féconder d'elles-mêmes. Bon, ici, on n'a pas de problème d'insectes qui vont sur les aubergines, mais en Afrique, moi j'étais en Afrique, et là j'ai vu, il y a vraiment un insecte qui va sur l'aubergine, tout le temps. Donc là-bas, il faut faire attention. Chez nous, pour l'instant, on met un peu de distance pour qu'elles ne soient pas touche à touche non plus, et on les produit comme ça. On les voit de 10 à 20 mètres, j'ai mis là. Moi, j'ai vu des bouquins où ils donnaient 3 à 5 mètres. Bon, je mets un peu plus, bah, surtout que nous, on fait de la semence quand même, pour vendre de la semence, donc on fait un peu plus attention. Mais j'en ai fait pour moi des fois que je renouvelle qui sont à quelques mètres et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours toutes mes variétés, elles n'ont pas été croisées. Sinon, on peut voiler chaque variété sous voile sans introduire d'insectes. Ça va féconder quand même. Par contre, sur l'aubergine, il faut récolter à maturité complète, parce que l'aubergine, c'est un fruit qu'on mange vert. Enfin, pas mûr, si vous préférez. Donc, il faut vraiment laisser au bout. Quand c'est au bout, ça change de couleur. Ça devient jaune, brun, ou ça dépend des variétés. Et après, ça commence à craqueler. Quand ça craquelle, c'est bon à prendre la graine. Il y a beaucoup de graines dans une aubergine. Petites graines, assez denses. Oui, il y a une dormance. On a parlé de dormance tout à l'heure. Il y a une dormance sur l'aubergine. Pendant 6 mois, elle ne germe pas. C'est à peu près 6 mois. À mon avis, c'est variable d'une variété à l'autre, sûrement. Puis peut-être des conditions différentes aussi. Alors il y en a qui disent que peut-être en les mettant au froid, ça peut atténuer, encore aller. Mais sinon, si tu les as récoltés trop tard, ça peut être juste, ça dépend des variétés. On fait comme tout, on commence et après on ajuste. Alors oui, il faut ajuster. De toute façon, si vous faites 5-6 pieds d'aubergine, là il y a de la graine. Hein. Il y aura de la graine pour tout le monde. Pas de croisement entre les tomates, les patates et les aubergines. Surtout que là, on est celui de la famille, hein, c'est les solanacées, c'est plus l'espèce. C'est pour ça que tu peux mettre une pépo avec une moscata et une maxima sans avoir de problème. Oui, on a quand même, il y a les aubergines africaines aussi qui sont différentes, un peu amères, qui ne sont pas de la même espèce. Nous, c'est Melangina qu'on a ici. Moi, de toute façon, l'aubergine, on n'a pas trop de soucis de distançage, donc c'est pas vraiment un problème. L'aubergine amère, on commence à en vendre un peu en France, ça vient. Doucement. Il y a de plus en plus d'Africains, de gens des îles, et ils aiment bien. Basel, ça moi j'ai mis la basel. Il n'y a pas de problème pour faire les semences, hein, parce que c'est la variété botanique qu'on utilise. Il y en a une qui est rouge, mais elle ne se croise pas non plus entre les deux. Ça, c'est intéressant par contre, plus que la roche, hein, parce que c'est une feuille épaisse, très intéressante à faire en épinard, même manger cru. C'est une fleur un peu luisante comme ça, assez épaisse, lourde. Oui, vraiment, c'est une belle plante. Alors ça s'étend, ça rampe. On peut aussi la faire monter. Mais ça, c'est un produit que j'adore, par contre. C'est une graine pyramidale dessus, c'est assez curieux. Donc les basiliques. Donc on a deux espèces qu'on utilise, c'est le basilicum, celui classique chez nous, et puis maintenant le basilic sacré qu'on commence à trouver aussi en France, qui est très bon aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire autrement? Il y a quand même pas mal de variétés là-dedans, parce que maintenant il y en a qui font des rouges, des jaunes, il y a toutes les couleurs, il y a les bêtatondres et il y a toutes les betteraves. Et c'est pollinisé par le vent. Bon, il y a aussi quelques insectes apparemment qui vont dessus. J'ai jamais vu chez nous d'insectes sur les betteraves ou les côtes de bête. Donc c'est surtout le vent, quoi. Donc le vent, il faut prendre ça avec précaution parce que c'est moins mauvais, moins difficile qu'avec les insectes en fait. Parce qu'il peut y avoir une haie qui protège, il peut y avoir, s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans le sens du vent avec quand même une quantité de pollen, il y a peu de chances que ça croise avec vos quelques pieds que vous avez, vous, même si vous êtes à 500-600 mètres. Il faudrait vraiment un hasard. Il faut déjà que les gens aient de la graine, donc des betteraves ou des côtes de bête en fleurs. Parce qu'il y a un champ de betteraves sucrières à côté. Les sucrières, ils les arrachent avant que ça soit en fleurs, donc, comme toutes les betteraves. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un... Il faut juste surveiller comme ça, mais il n'y a pas un gros risque. C'est pas cultivé comme le maïs, la betterave. Donc,
Et ça vient pas forcément en fleurs. Même les côtes de bête, les gars les laissent pas monter en fleurs. On a fait 20 kilos sur 4 planches de 25 mètres, avec des planches de 3 lignes. Il y a 60 dans la ligne, 130 pieds pour faire 5 kilos, grosso modo. Et j'ai pas mis, il faut que je rajoute sur mon cours le nombre de graines au gramme ou au kilo, sur les espèces. Mais vous les trouvez sur le catalogue agrosemence, c'est tout noté. Oui, nous on travaille beaucoup en alvéole pour faire nos plants. Ben, normalement, c'est conseillé de ne pas récolter quand on fait la semence. Pour qu'elle ait tout le végétal, pour avoir l'énergie, quoi. La chlorophylle, elle passe par les feuilles. Si tu enlèves des feuilles... Sur les tomates, Ben, les fruits, tu le cueilles mûr, donc que tu le cueilles pour le manger ou pour prendre la graine, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. pas forcément sur le. Ah ben, si je vois un pied qui est difforme ou qui est un peu plus en retard ou tout, je ne prends pas. Mais sinon, Moi, s'il y a un truc très visible, en fait, je l'arrache dès que je vois qu'il n'est pas comme les autres, un pied, dans n'importe quoi, j'arrache. Mais des fois, il y en a qui montent précocement, les côtes de bête, on ne prend pas les graines dessus non plus, parce que la côte de bête, on n'aime pas qu'elle monte tout de suite, on veut avoir un peu de feuilles normalement. Bon, en variété, il y a plein de variétés. Je peux vous donner 2-3 tuyaux sur les variétés, si vous voulez, aussi, pendant que j'y songe. Moi, la préférée dans les côtes de bête, c'est Lucullus, j'en ai parlé avec je ne sais pas qui. Lucullus. Elle est beaucoup utilisée, d'ailleurs, on en fait beaucoup pour agro, parce que maintenant, ils la mettent aussi dans les mélanges de crudités, petites salades. À l'état jeune, elle est super bonne. Et elle est jolie. C'est un vert gros frais, vert pomme un peu. En betterave, il y a plusieurs betteraves, hein. Il y a la Chioga qui est bien connue, que tout le monde aime bien. Après, dans les rouges, il y a la Cylindra, Formanova, des longues, j'aime bien aussi. Il y a la plate d'Égypte, hein, qui est une classique, qui est très bonne, très parfumée, qui peut devenir grosse. Par contre, si vous semez clair, ça peut devenir très gros, voire plusieurs kilos. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a une qu'on fait qui est moins connue, c'est Albina. C'est une blanche. bien douce et tout. Ouais, Pas ouais. le goût trop fort de la betterave. Ouais. Elle est super bonne en velouté. Hop. Alors, Brassica juncea, c'est la moutarde brune. La moutarde qui sert à faire la moutarde, en fait. Hein. Donc, certaines sont utilisées aussi en feuilles. Ça se croise, attention, ça se croise avec deux autres espèces, Rapa et Napus. Donc, qu'on verra juste après. Hein. Donc, c'est une plante qui peut être autoféconde, mais également visitée par des insectes. Donc, à faire attention. Donc, il faut faire attention par rapport aux insectes. Je ne mettrai pas de 4 km, je n'ai pas vraiment trouvé de renseignements là-dessus. Parce que c'est pas forcément... c'est pas de l'abeille qui va dessus. Donc, je mettrai moins, mais bon. Dans le doute, j'ai préféré mettre ça. Bon, après, on a beaucoup de soucis avec les brassicas parce qu'il y a des variétés, je ne sais pas dans quelle espèce c'est classé. J'ai récupéré plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont venus de Chine, du Japon. Donc il y en a qui les mettent, il y en a qui mettent dans la moutarde, il y en a qui mettent avec les colzas, il y a plein de trucs différents. J'ai même des variétés que moi j'avais vu classées dans les choux, comme les Mizuna au début, et maintenant en fait c'est classé dans les moutardes. Donc c'est chelou. Donc faites attention avec tout ça. Par contre, on peut assez facilement aussi décaler les floraisons. C'est des plantes qui poussent vite, la moutarde, elle fleurit, si on la met tôt, elle fleurit tôt. On peut même la mettre, c'est pas trop gélif. Bon, s'il y avait un gros hiver à moins 15, elle gèle. Mais là, comme par exemple cette année, toutes les moutardes dans les champs, elles sont bien vertes, elles sont pas... Jusqu'à moins 8, moins 10, ça tient normalement. Autrement, au niveau de la récolte, c'est pareil que le basilic, il faut vraiment récolter en entier. Parce que des fois, il y a des siliques qui éclatent et qui balancent les graines quand c'est mûr à maturité complète. Donc, il vaut mieux cueillir avant maturité complète. Comme beaucoup de choses, maintenant, on fait de plus en plus de choses comme ça pour sécuriser. On s'aperçoit qu'en fait, de le cueillir un peu avant, ça n'a aucune incidence sur la germination. Par contre, on a de la belle graine, il n'y a pas de moisissure qui se développe après, et on est quand même beaucoup plus tranquille, plus sécurisé. Durée germinative, 4 ans possible, 8 ans. Tac. Napus, voilà, donc ça a une autre variété, une autre espèce, pardon, avec les rutabagas, les choux navets, le colza et choux frisés sibériens à feuilles. Donc chou cale un peu, quoi. Qu'est-ce que je me dis? Nous, là-dedans, le problème qu'on a, nous, c'est le colza. Bien que ce ne soit pas un gros problème, parce que le colza fleurit vraiment très tôt. Et en fait, on n'entre pas en floraison avec nos produits de la même espèce en même temps.
Donc ça peut paraître un problème parce que chez nous il y a beaucoup de colza et puis c'est des grands champs de colza. Mais en fait ça fleurit avant nous ou si on a des risques, bah, on décale pour pas fleurir en même temps que le colza. On sait qu'il fleurit très tôt au printemps, donc on peut se débrouiller. Il y a aussi des insectes qui y vont et même ils disent aussi par le vent. C'est relativement aisé quand même à éviter les floraisons simultanées parce qu'on a de la marge de manœuvre. Et ça fleurit pas excessivement longtemps, donc il y a moyen. Après, souvent, bah, quand c'est par le vent, c'est vol antipollen, donc c'est compliqué, hein, parce que c'est quasiment le P17. Donc le problème, c'est que ça fait un ombrage fort, et ça fait aussi du chaud. Moi, j'ai arrêté. Puis en plus, c'est hyper fragile. S'il y a du vent, ça se déchire facilement. Donc là, on a aussi quand même les fleurs, elles peuvent être aussi autofécondes, hein. Donc on peut aussi voler sans insectes. Mais il y a quand même le vent, hein, qui est un risque s'il y a par exemple du colza de fleurir en même temps que vos plants à vous. Donc c'est surtout le colza qui nous fait problème et la moutarde. On est d'accord? Durée germinative 5 ans, possible 10 ans. C'est le chou navet, hein, ou chou rave, hein, c'est pas le navet. Hein. Bah, ceux-là, ils fleurissent assez tôt parce qu'ils fonctionnent à bisannuel. Bah, ils vont fleurir, ils fleurissent après le colza, mais avec la moutarde, il faut se méfier s'il y a des moutardes dans votre région. Oh, souvent les laissent en terre. Ah oui, il y a un truc qui nous manque, nous, au niveau scientifique. Des fois, les scientifiques, ils sont des tas de trucs qui ne nous servent à rien. Là, on a un besoin important et on ne l'a pas. C'est la durée de vie du pollen et les conditions de vie du pollen. Parce qu'en fait, la distance de pollinisation par le vent, ou même par les insectes, ça dépend aussi de ça. Si par exemple, il fait très chaud, très sec, le pollen, de toute façon, il est plus viable. Très rapidement. Les années chaudes, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de manque sur les cucurbitacées. Trop chaud, le pollen, il meurt. Hein. Si c'est au-dessus de 30 degrés, c'est terminé. Donc il faudrait qu'on ait ça sur toutes les espèces, ça nous aiderait beaucoup. Alors, oléraceae, bah ça c'est ce qu'on appelle les choux en fait. Un brocoli, chou milan, chou rouge, chou-fleur, Bruxelles et chou cabu. C'est toute la famille des choux. Voilà, donc c'est des fleurs autostériles, donc la fleur ne peut pas se féconder, mais elle peut féconder une fleur de la même plante. Hein. Et c'est par l'intermédiaire des insectes. Voilà, donc nous, ce que je fais, bah, c'est ce que j'ai marqué en rouge. Hein. C'est ouverture alternative, voilée et ouverture alternative, pour en faire plusieurs en même temps. Voilà. On peut aussi décaler la plantation pour éviter la floraison simultanée. Il y a des choux de printemps, comme les château-renard, il y a plusieurs choux comme ça de printemps. Ceux-là, ils vont fleurir la même année. Mais tous les choux d'automne-hiver, ils vont fleurir l'année après, en bisannuel. Donc on peut jouer là-dessus pour pas que ça soit en fleurs en même temps. Ben, j'ai marqué en 3, décaler la plantation pour éviter la floraison simultanée. Donc même système de récolte pour sécuriser les semences. Et durée germinative, c'est 5 ans, possible 8 ans. Et après, on a le rapa, qui comprend le navet. Et donc les choux asiatiques et les moutardes japonaises, maintenant, ils les classent là-dedans. De toute façon, j'ai revu des bouquins où ils l'ont remis, pas dans les rapas, ils l'ont mis dans les moutardes. Donc, je ne sais pas trop les classer. C'est pas très clair tout ça. Sachant que le brassica, le mizuna, il sent quand même le chou, hein, au niveau de la plante. Donc voilà, il faut se débrouiller avec tout ça. Hein. Souvent, je fais qu'une espèce, je considère comme une seule espèce et je fais attention au croisement dedans. Bon, à part je fais gaffe aux moutardes et puis les colzas, parce qu'il y en a beaucoup chez nous. Donc même si ça aime récolter la plante entière, hein, et durée germinative, ça peut être pareil, 5 ans, possible 10 ans. Radis, ça à part les radis. Bah, les radis, après, tu en as toute l'année. Hein. Parce que tu as les radis de 18 jours, et puis tu as tous les petits radis nouveaux, que tu peux faire aussi l'été, et puis tu as beaucoup de radis d'hiver. Bah, les radis, le petit radis, il fleurit peu de temps après qu'il ait sa racine, dans la même année.
Alors que les, oui, mais si tu fais des radis noirs, des radis de Chine, tout ça, ceux-là, ils sont bisannuels. Et pour les petits radis, on peut prendre des graines dans l'année, quoi. Oui, Et oui, là, oui. navet, pareil. Navet, tu as les deux aussi, les navets, parce que tu as du navet comme le Croissy, par exemple, qui est très précoce, qui fleurit l'année du semis. Alors que la plupart des navets que tu gardes l'hiver, bah, ils fleurissent l'année d'après. Et, pardon, question bête aussi, parce que tout à l'heure on disait dédier des plantations juste à la reproduction de semences ou quoi. Alors je comprends peut-être dans le cas de tomates, mais finalement quand on est sur du radis ou tout autre truc qu'on va laisser monter à fleur, on peut aussi décider à des intervalles qui correspondent à des 30-30 de ne pas récolter et de laisser ça monter. Bah oui. Ouais, mais on peut très bien profiter de notre culture. Tu peux, il suffit de c'est une question de gestion. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Nous, on fait du céleri, par exemple. Bah, le céleri, on n'en fait pas en grosse quantité, donc on va laisser un petit carré dans le carré pour avoir de la graine. Chez Théo, voilà, il va laisser une douzaine de pieds de céleri, ça fait un paquet de graines. Hein. Donc voilà, on attaque sur les carottes, donc on en a déjà parlé pas mal. Hein. Donc il faut faire gaffe avec le sauvage, il ne faut pas que ça croise trop avec le sauvage. Et c'est fait par des insectes, pas forcément les abeilles et les bourdons d'ailleurs, plein de petits insectes différents. Donc il faut faire attention, surtout avec les sauvages. Quoi. Autrement, ceux qui font de la carotte, ils ne font pas de fleurs, donc ils mangent la carotte. Donc il n'y a pas de risque, beaucoup de risques en fait. Il y a très peu de gens qui font de la semence de carotte. Le gros problème pour la carotte, c'est la carotte sauvage. Donc on ne va pas trop revenir dessus, on avait bien vu ce matin, hein, vous vous en rappelez? On avait fait assez le tour, hein, je crois. Je vais regarder si on n'a rien oublié. Voilà, je l'ai remarqué, hein, parce que j'ai déjà dit, hein, on prend les ombelles primaires pour notre souche à nous. Hein, on l'a déjà dit plusieurs fois, et là, je l'ai remarqué. De toute façon, je crois que je l'ai remarqué à chaque fois. Voilà. Donc là j'ai fait une photo où on voit le moment de récolte, c'est ça, cette couleur-là. Il ne faut pas qu'elles soient noires, parce qu'une fois qu'elles sont noires, c'est qu'elles ont du champignon. Donc il y a risque de détérioration de la germination. Donc c'est vraiment même un petit peu moins que ça, on peut déjà cueillir. Celle du milieu, c'est bon ou c'est pas bon? De quoi? Celle du milieu, du coup, c'est... Oui, il n'y a que celle du milieu hein, qui est bonne, les autres elles ne sont pas du tout mûres. Hein. Il y a même une dernière génération qui est encore en fleurs. C'est pour ça, c'est pas tout d'un seul coup, c'est par étapes. Hein. On a la primaire, les secondaires, et après ça descend comme ça. Elles sont de plus en plus petites en plus, les autres. Et la méthode de mettre des fois des... Non mais là pour cueillir ça, ça va vite. Hein. Tu prends le sécateur, c'est facile d'accès, ça va super vite. Et dans une ombelle comme ça, tu as des centaines de graines hein, quand même. Les carottes, il nous faut 100 carottes pour faire 1 kilo. Ça produit quand même, parce que dans 1 kilo, il y a un paquet de graines. Hein. Je me demandé s'il y avait la possibilité de, par exemple, vous faites des rangs de carottes et sur le rang de carottes, on laisse quelques carottes. Je vous ai dit, il faut faire attention au croisement avec les carottes sauvages, mais si ensuite, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des carottes extérieures qui deviennent polluées. Et si on revient aussi sur ce que j'ai dit au début, si sur le rang de carottes on les a trop éloignés, on peut aussi diminuer le taux de le taux de fertilisation des semences. Sur les carottes, ben non, c'est les insectes. Les insectes, ils vont laisser toutes les ombelles en fleurs. Hein. Donc, systématiquement, c'est rempli d'insectes, les carottes. Écarter, ça peut quand même fonctionner. Quoi. Bah, si tu leur mets pas... Trop dense en fait. Non, mais c'est pour ça qu'on les écarte beaucoup plus. Nous, les carottes, au début, je les mettais même 40, des fois même 50-50. Et puis, comme j'ai des étoiles qui sont percées à 30-30 pour mes salades, bah, je prends les mêmes, donc je les mets à 30-30. Bon, après, ça sent le chevêtre, mais c'est pas gênant pour la carotte, c'est pas trop gênant, parce que quand on cueille, ça tombe pas comme ça, elle tient quand même assez bien sur l'ombelle. L'autre souci, c'est, elle disait, voilà, on fait notre rang de carottes, on récolte ce qu'on a besoin entre les porte-graines et on laisse le reste. Mais est-ce que les carottes qu'on laisse, vu qu'on les a pas déterrées, on ne sait pas quelle tête qu'elles ont, ça se trouve elles sont trop petites ou quoi que ce soit, est-ce que ça peut porter préjudice sur la... Ça peut être un peu embêtant, mais quand même tu peux voir si elle est grosse ou pas grosse au collet. Hein.
Après ça, tu verras des différences dans les carottes si d'une année à l'autre. Si tu as un sol damé sec, ben, elle aura tendance à moins descendre. Donc ça, c'est un problème climatique de l'année en question. Ça n'aura pas forcément une incidence sur la génétique. De toute façon, ça n'aura pas d'incidence sur la génétique. Sauf si c'était tous les ans pareil, mais autrement, Ouais, non. Il fallait juste faire attention plus pour les souches, de prendre vraiment les pieds les plus beaux. Si tu as une belle carotte, tu auras une belle floraison au-dessus aussi, donc tu peux y voir comme ça. Ouais, donc c'est pas une nécessité de sortir la carotte pour la replanter et puis voir... Ben, ça m'arrive de faire les deux. D'accord. Ouais. Ok. Quand je le prévois, on les arrache et puis en plus, des fois, je préfère les remettre sur toile pour qu'elles démarrent plus vite. Donc je les arrache, des fois peu de temps avant de les replanter en fait. C'est juste pour les arracher en même temps que les autres. Comme les carottes dans les rangs, elles sont serrées, quand on tire, souvent ça vient tout. Donc là, bon, on met une centaine de grosses de côté si on voit 1 kilo, point barre, et après on les replante quasiment tout de suite. Mais comment on les remet sur toile? Parce que nous, on tient à les mettre sur toile pour qu'elles fleurissent avant les sauvages. Bon, on les déterre de toute façon. Et puis ça, c'est pas bien pour nous aussi, parce que effectivement, au niveau de rotation, on les enlève de la planche, on a d'autres choses, et puis on les prend quelque part. Oui, puis tu le remets à l'endroit qui est propre, parce que comme ça, tu es en fin de culture comme ça, tu as de l'herbe qui est dedans, puis elle pousse vite après. Hein. Donc, sur la carotte, possibilité taux germinatif 5 ans, possible 10 ans. Et attention, il y a une dormance de 3 mois. Possible de 3 mois sur les semences. Moi, j'avais une petite anecdote sur l'aubergine, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Parce qu'au début, j'en ai fait pour agro, je reçois un mail après que les aubergines ne sortent pas. En fait, ils ont mis en test, quand j'ai envoyé les graines à trier à la Bossem, c'est eux qui met. Donc, ils ont testé les aubergines directes. Puis, sur le coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai dit, elles ne sortent pas, nos aubergines. Puis après, un petit moment après, je dis, mais ils ont fait ça maintenant, il faut attendre 6 mois. J'ai retéléphoné à Louis-Marie, c'est celui qui s'occupe de la production semences, à agro. Ah ben, il faut que je leur demande, oui, ça va pas, ça. Donc en fait, et après, ça a passé, ils ont bien germé, en fait. Céleri. Bon, on a encore sur une ombellifère aussi, donc c'est pareil, c'est les insectes qui fécondent. Pas forcément non plus les bourdons et les abeilles. Donc voilà, donc le céleri, c'est une plante qui fait énormément de graines. Donc elle a une durée germinative moyenne de 8 ans, possible 10 ans, donc il ne faut pas s'embêter, une variété par an. Ça vous laisse de la marge. Hein. Nous, on travaille essentiellement avec Mars comme variété. Pas très gros, chair blanche, il ne creuse pas, comme le mois. Voilà, donc je vous ai remarqué à chaque fois aussi, pour garder la variété, éliminer tout ce qui n'est pas conforme à la variété. Quoi. Y compris des céleris qui montraient prématurément en graines, il ne faut pas les prendre. Par contre, quand il fait des hivers froids, le céleri il craint. Après moins 8, il y a des risques de gelée sur le céleri. Du coup, là, vous le sortez. Ouais. Alors, quand on le sort, là, par contre, il faut le laisser avec des racines. Un peu quand même. On les taille un peu, puis on taille les feuilles. Mais il faut quand même laisser des racines. Et surtout, jamais le mettre au frigo. Jamais le conserver dans un frigo. Le mieux, c'est en jauge. Toutes les racines. Parce que le frigo, ça dessèche. Une fois qu'il est desséché, vous le replantez, il pourrit. Jauge, vous ne connaissez pas les jauges? Eh bien, les jauges, tu fais une tranchée d'un fer de bêche de profond. Donc, à peu près ça. Tu mets la racine au fond, le céleri, là, en l'occurrence. Et après, quand tu fais la deuxième tranchée, à côté, tu remets dessus. Ce qui fait que tu mets ça de terre sur le céleri, quoi. Que les feuilles dépassent un petit peu au-dessus, c'est pas grave. Et puis, quand on a des très gros hivers, on rebâche soit avec du P17 ou un... S'il fait moins 10, moins 15 pendant plusieurs jours, s'il fait une nuit moins 10, s'il y a de la terre dessus, il ne craint rien. Mais si ça persiste, il faudra faire quelque chose quand même. Ou moi, ça m'arrivait aussi, c'était de mettre en jauge dans un tunnel. Parce qu'à l'époque, nous, on rentrait tout. Hein. On avait des gros hivers, on rentrait tout. Céleri, navet, radis noirs, tout. Donc ça faisait quand même des... Et nous, on n'a jamais eu de frigo. Pas trop de problème de rongeurs, justement? C'est ce qu'il faut faire attention. Dans les serres, nous, on a toujours eu des chats et tapettes. On l'a toujours maîtrisé comme ça. Donc pour la souche en belle primaire, hein, j'ai remarqué. Attention parce que les graines ont une forte tendance à tomber à terre s'il y a du vent ou de la pluie quand ça a maturité complète. Parce que la graine a une petite tige très frêle et si c'est mal mené, ça tombe. Quoi. Donc
on le récolte un peu comme la carotte quand il commence à brunir un petit peu. Par contre, à un pied, ça fait des milliers de graines, un seul pied. C'est tout fin, hein, la graine de céleri. D'ailleurs, le céleri, si vous le semez, normalement, c'est conseillé de ne pas l'enterrer du tout. Par contre, pour le faire, moi j'avais vu, pour le faire grossir, enfin pour que le rab devienne assez gros, il faut le transplanter au moins 2 fois, 3 fois vers et le rhabiller à chaque fois. Le quoi? Habiller le plant, c'est-à-dire qu'en fait il faut le sortir, il faut lui couper les racines basses, dont la racine principale, la moitié des feuilles, et le replanter, de faire ça 2 fois en fait. Ah oui, oh, tu me compliques la vie, j'aime pas bien. Nous, on les repique 2 fois parce qu'on les fait germer en cassettes de semis, donc des petites cassettes parce que c'est pas gros, ça en fait un paquet dedans. Après, on les repique en godet et après, on met la motte dans le terrain. En général, je mouille le terreau avant, je mets les graines, j'appuie un petit peu légèrement avec la main. Si arroser après, souvent, si tu arroses après, bah, les graines vont se balader partout. Ça va être tout dans le même temps ou tu n'en auras plus du tout si c'est tombé derrière, en dehors de la barquette. Taux germinatif, je vous ai dit 8 ans, possible 10 ans. Du cerfeuil. Bah, c'est une nobellifère aussi, le cerfeuil, avec des fleurs autostériles. Donc la fleur ne peut pas se féconder elle-même, elle féconde une autre fleur de la même ombelle, mais elle ne se féconde pas elle-même. Ou une fleur d'une autre ombelle. Hein. Là, c'est les insectes, hein. Plein d'insectes, pas forcément non plus l'abeille et le bourdon. Par contre, sur le cerfeuil, bon, on peut décaler la culture pour qu'il ne fleurisse pas en même temps, mais c'est pas très facile parce que nous, pour le cerfeuil, on le fait en bisannuel. Parce que si on le fait en annuel, bah, s'il y a des périodes chaudes très tôt quand on le met, bah, en fait, il s'abîme, puis il ne donne pas de graines. Donc on le fait. Nous, ceux qu'on va récolter en graines cette année, ils sont en place, là, dehors, tout l'hiver. Et là, ils vont donner beaucoup de graines, la plante sera en forme. Ça m'est arrivé d'en mettre très, très tôt, même au printemps, et ben, à chaque fois j'ai eu des problèmes. Ils ne racinent pas assez vite, et puis après la plante, dès qu'il fait chaud, ça l'épuise, et puis elle crève. C'est une graine longue, assez fine, noire, et dense, lourde, facile à trier. Par contre, elle tombe aussi très facilement. En plus, la graine est sur une tige quand même assez longue, de faire comme d'habitude, hein, comme on a vu pour la carotte, tout ça, on les fait avant complète maturité. Moi, j'ai marqué, hein, le cerfeuil est à utiliser en bisannuel pour la production de semences. Mais il ne s'hybride pas avec le cerfeuil tubéreux ni le cerfeuil musqué. Ce n'est pas les mêmes espèces. Après, ça se tamise bien et ça se ventile bien surtout parce que, comme je vous dis, la graine est très dense, donc c'est facile d'éliminer les saletés de dedans. Il n'y a pas de souci. Durée germinative, 3 ans, donc c'est un peu moins. Possible néanmoins jusqu'à 6 ans. Les chicorées. Donc chicorées amères, endives. Il y a toutes les rouges, les pains de sucre et les endives. Donc c'est des fleurs aussi autostériles, comme on a déjà vu pas mal de fois. Donc c'est la fleur ne féconde pas d'elle-même, elle féconde une autre fleur. Et c'est par l'intermédiaire des insectes. Voilà, donc en décalant les semis, puis il y a des chicorées de printemps, aussi d'été et d'automne. Donc on peut décaler les semis pour en faire plusieurs par an. Ils ne donnent pas des grandes... Du coup, ce n'est pas les abeilles qui vont dessus. Et en plus, là, je sais, mais je ne peux pas dire exactement, la fleur, elle est viable très peu de temps. C'est ce que vous voyez souvent en bleu sur les accotements. Ça fleurit dans la matinée et s'il fait chaud, à 10 heures, il n'y a déjà plus de fleurs. Donc ça craint énormément la chaleur. Et du coup, le pollen n'est pas viable longtemps. Donc il donne 20 à 50 mètres entre 2 variétés, en fait. Et c'est dû justement, là, parce que là, on a quand même un indice, c'est vraiment flagrant par rapport aux autres espèces. La durée de vie du pollen est très courte et assez pointue au niveau température, humidité. Et moi, j'en fais plusieurs variétés par an, 20-50 mètres, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des variétés sauvages, celles qu'on voit sur le bord des routes. Mais si vous n'êtes pas à côté de la route, il n'y a pas trop de risque, vu qu'il faut 20-50 mètres, voilà. Voilà. Donc du coup, il y a certaines qui sont bisannuelles, hein, toutes les chicorées d'automne, comme la géante maraîchère, tout ça, ça fonctionne en bisannuel pour la semence. Alors la récolte peut être capricieuse dans le sens où il y a des fois des variétés où les graines vont tomber toutes seules et souvent elles sont très dures à extraire. Et là par contre, c'est le truc le plus difficile à trier. Sans machine, c'est costaud.
J'ai souvent vu des gens, des particuliers ou des collègues qui amenaient des sacs ils disent, on ne sait pas s'il y a des graines. Et c'est vrai que c'est difficile à voir. Par contre, ça se passe très bien à la machine. Et à la main, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est une graine qui n'est pas excessivement dense, donc c'est pour ça qu'elle est dure. Et puis en plus, elle fait un petit plumeau aussi, au départ. Elle a plein de saleté dedans, c'est plein de saleté. Et celles qui sont dures à extraire, on est obligé de tout casser, donc de tout piler. Bah, souvent, je le fais au pied, quoi. Mais après, il faut sortir les graines de tout ça, quoi. C'est compliqué parce qu'il y a des bouts de végétation sèche qui a la même densité que les graines, donc c'est compliqué, ou très proche, quoi. Avec un ventilo, on n'y arrive pas. Il n'y a qu'à la machine où c'est plus pointu, on arrive à trier. Voilà, durée germinative, 10 ans, voire plus. Donc par contre, on a cet avantage-là. Des concombres, d'abord là, on entre dans les cucurbitacées. Donc le concombre, ben, là c'est un cucurbitacé, mais qu'on mange normalement pas mûr, donc il faut attendre qu'il soit mûr pour prendre la graine. Donc là, il y a un exemple d'une photo que j'avais pris. Et là, quand ils sont bien jaunes, on peut récupérer la graine. Du coup, souvent quand j'en fais, je ne m'embête pas, je récolte quasiment tout en même temps. Ou des fois, s'il y a un gros écart, je le fais en 2 fois. Si je vois qu'il y en a qui s'abîment, qui pourrissent, je les fais, et puis je fais en 2 fois. Mais autrement, en général, je les fais en une seule fois. Les insectes, c'est principalement abeilles et bourdons. Donc il faut faire attention au niveau des distances. Alors, le concombre, par rapport aux autres cucurbitacées, il a une gélatine autour de la graine. Donc on le fait tremper en principe autour de 2 jours. Et là, parce que pour les graines, on ouvre le concombre carrément en 2, on prend une cuillère et on gratte tout ce qu'il y a au milieu. Donc il y a de la gélatine, il y a tout ce qu'il y a au milieu, il y a beaucoup de végétation un peu liquide. On laisse tout ça dans un seau 2 jours. Et au bout de 2 jours, on regarde si la graine est défaite, si elle glisse plus sous la main. Si elle glisse plus sous la main, on rince à grande eau. Enfin, on les met dans un grand bocal d'eau, ou une lessiveuse, ou un gros truc, suivant la quantité que vous avez, évidemment. Toutes les bonnes graines, elles vont couler. Donc on vide tout ce qui est en suspension, on arrive à trier comme ça. Et après, on les fait sécher sur une planche, ou ce qu'on veut, un truc qui ne colle pas du papier ou du carton, évidemment. Et une fois sec, on les laisse encore quasi une semaine pour que la graine finisse bien de sécher à l'intérieur. Donc au début, je les mets au soleil pour enlever la première eau, que ça enlève toute la grosse humidité, puis après je les mets dans la serre ombrée. Et là, je les laisse une semaine, voire plus, c'est pas grave, mais au moins une semaine, quoi. Parce que j'ai eu des problèmes, au début j'ai fait des semences, d'avoir des sachets de graines qui ont moisi dedans après. Parce qu'en fait, il y avait encore de l'humidité dans la graine, et dans le sac, ben, ça a condensé et c'est parti en moisissure. Ça m'est arrivé pour du basilic aussi. Pour ça, je mets bien l'accent là-dessus. Il faut vraiment des graines bien sèches pour les mettre en sac. Les problèmes de conservation, c'est les problèmes mal séchés en fait. Voilà. Donc très facile à trier, à faire sécher, il n'y a pas de souci. Et durée germinative moyenne 10 ans, voire près d'un demi-siècle. Le concombre, c'est la graine pointagère qui garde depuis longtemps. Bon, j'ai mis un petit truc en dessous, moi, c'est que le cornichon, en fait, c'est un concombre qu'on cueille petit. Hein. C'est un concombre, en fait, le cornichon, ça n'existe pas en tant que tel. Une autre aussi note que j'ai notée, c'est le concombre arménien, qui n'est pas un concombre, c'est un melon. Donc, moi, avec les concombres, c'est pas un problème, mais si vous faites de la graine d'arménien en même temps que du melon, vous allez avoir des problèmes après. Parce qu'ils vont se mélanger, et puis le concombre arménien, il se mange en concombre, il n'est pas sucré du tout. Donc il ne faut pas les mélanger, quoi. À faire attention. Mais j'ai mis dans les melons aussi, hein, le rappel. Coriandre, bah là on est encore sur l'ombellifère, donc on a le même système. Durée germinative 6 ans, possible 8 ans, donc si vous avez plusieurs variétés, vous n'allez pas en avoir 50 non plus. Bah, vous en faites une par an s'il faut, puis voilà. Il ne faut pas vous embêter. Hein. Les courges. Ah bah voilà, les courges. Donc on a les pépos en France principalement, Pepo maxima, moscata et Ficifolia, mais Ficifolia c'est la courge de Siam. Il y a 2 variétés maintenant qui circulent, mais c'est les 2 à peu près semblables et c'est qu'une couleur de peau. On appelle ça courge choucroute ou cheveux d'ange, pour ceux qui font de la confiture. Très bonne courge, à part, vraiment à part.
la ficifera, elle fait une coquille de plusieurs millimètres. Il faut la casser pour l'ouvrir. Et après, on cuit et ça se fait comme de la choucroute. C'est pas vraiment le goût des autres courges. Et très productif. J'avais fait une moyenne de 20 fruits de 6 à 8 kilos par pied. Donc voilà, donc toutes les courges, c'est fécondé par les insectes, principalement bourdons, abeilles. Par contre, on a 3 espèces distinctes qui ne se mélangent pas, c'est Pepo maxima moscata. Un petit truc en plus qui n'est pas marqué ici, mais qu'on commence à trouver, donc il faut faire attention, c'est une autre espèce qui s'appelle Mixta, ou Agyrosperma, de son vrai nom, et qui, elle, peut se croiser avec les 3 autres. Alors ne mettez pas ça dans votre jardin, quoi. C'est très peu utilisé encore, mais on les trouve en France maintenant. Elle est disponible chez Vols, et il y a 2-3 autres qui la font maintenant. Elle peut se croiser avec Pepo maxima moscata. Donc voilà, donc du coup les courges, ou vous les faites souvent l'anti-insecte, mais il faut introduire des insectes, bourdons de préférence, ou alors on fait qu'on est manuellement. Donc là on a le mode d'emploi. Alors il faut déjà passer le soir pour fermer les fleurs qui vont s'ouvrir le lendemain. En fait c'est le plus dur. C'est d'avoir à l'œil pour voir celle qui va s'ouvrir le lendemain. Donc le bouton, en fait le soir, le bouton qui va s'ouvrir le lendemain, il est jaune, la pointe est jaune. Donc on le voit comme ça. Mais c'est un coup à prendre au début, vous pouvez faire des erreurs, mais vous y verrez. Et après le lendemain, donc on ferme une fleur mâle sur un pied, une fleur femelle sur un autre pied, de la même variété évidemment. Et après le matin, donc on vient, on a mis des passes à linge pour les fermer. Après on cueille la fleur mâle le matin et on va vers la fleur femelle. On enlève les pétales de la fleur mâle, on enlève la passe à linge de la fleur femelle qui va s'ouvrir quasiment toute seule. Si elle ne s'ouvre pas tout à fait toute seule, qu'elle était trop blessée, bon, on touche un petit peu, ça s'écarte très vite. Et après, bon, on féconde avec la fleur mâle. Alors, vous avez le poil, c'est ça? Il y a un poil? Non, une passe à linge. D'accord, parce que quand il n'y a pas de poil, alors, mais si on a un voile, on n'est pas obligé de fermer là. Ah bah non, là, fécondation manuelle, c'est si on ne met pas de voile. Si on a plein de variétés, par exemple, et puis on veut faire de la graine, pour ne pas t'embêter, bon, on féconde manuellement. Et par contre, vous prenez un mâle et une femelle de 2 pieds différents. Oui. Enfin, même variété, mais 2 pieds Oui. différents, pas Oui. du même pied. Bah oui, tant qu'à faire, autant faire l'optimum. Pardon? Tant qu'à faire, autant faire l'optimum. Oui. En termes Ouais. de richesse Voilà. pour la graine. Voilà. On a bien dit que Pepo, Maxima et Moscata ne se croisaient pas entre elles. Non, Si on reste sur ces 3 variétés-là, limite on peut laisser faire. Ouais. tu peux en mettre une variété de chaque en même temps. Si tu n'en as pas autour Ah, ça se croise pas de chez toi. Ça se croise à 4 kilomètres, Les abeilles font à 2 à 4 km pour trouver de la nourriture maintenant. Avant, quand j'ai fait le premier cours que j'ai fait, je mettais 400 mètres à 1 km. 600 mètres à 1 km, pardon. Et maintenant, on nous a dit, maintenant, attention, il faut mettre 2 à 4 km. À Grossement, ceux qui font des courges, ils vont voir, ils demandent 2 à 4 km. d'accord. Et ils demandent plutôt 4. Tu as au moins 50 graines par fruit. Hein. 50 tonnes par fruit. Oh oui, facile. Voire plus, après ça dépend des variétés, mais tu peux te baser là-dessus. Hein. Oui, il y en a plus, la courgette. Ouais. Les années où ça féconde bien, tu aurais plutôt 100 ou 200. Ben, moi, je préfère faire une fleur mâle et une fleur femelle, c'est tout. Et direct. Pour la génétique, pour mieux pas féconder tout le temps avec le même mâle. Non, je préfère fermer autant de fleurs mâles que de fleurs femelles. Bon, ça m'arrive, si j'en ai pas assez, de faire 2 femelles avec un mâle. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Mais en général, j'évite. D'ailleurs, nous, après avoir fait ça, on referme la fleur femelle. Hein. Pas qu'il y en a une qui vienne, puis qui mette encore, qui mélange une autre variété avec. Donc c'est le plus délicat de refermer la fleur qui a été fécondée. Parce que comme elle s'est déjà ouverte, il faut la refermer délicatement pour ne pas la déchirer, il faut faire gaffe. Quoi. Bah, pour l'instant, j'ai arrêté complètement de mettre des bourdons, donc on fait que du manuel. Ou alors les années où je fais à Grossement, on fait une variété de chaque, c'est tout. Comme nous, on est isolés, on n'a pas de souci. Donc s'il faut, je fais une... Ça m'arrive des fois de faire souvent avec couverture alternative sur la courgette. Parce que la courgette, le pied il est ramassé, c'est facile à faire. Voilà, durée germinative, c'est 6 ans, possible 10 ans. Bon, après, pour la récolte, on lave à grande eau, hein, on les rince bien.
Et puis on les fait sécher. Hein. Là, il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas besoin de faire tremper. Des fois, si elles sont très sales, je les fais tremper. S'il y a beaucoup de chair qui colle après, ben, je les laisse un jour ou deux dedans avec un peu d'eau pour que ça flotte, qu'elles soient bien dans le liquide. Et puis on laisse fermenter un petit peu et ça permet de nettoyer la graine beaucoup plus facilement. Dans les moscatas, souvent d'ailleurs, elles flottent au début puis elles coulent après. Donc on les voit quand on les met dans un bocal en verre, on voit qu'à un moment la graine se met sur champ comme ça. Puis après, elle descend au fond. Mais il faut attendre un moment. Et des fois, il y en a, elles ne descendent pas. Alors qu'elles sont quand même bonnes. Donc. Après, nous, on les fait sécher, puis on les passe à la colonne pour trier les bonnes. Ah, la colocane, c'est une pépo. Alors, faire attention. Hein. Il faut faire gaffe, parce que si ça se croise avec, après, ça ne va pas être consommable. Hein. Vous allez avoir des courgettes ou des pâtissons amers, ça ne va pas être très bon. Et la calebasse, bah, on l'a, la calebasse, elle est plus loin, parce que j'ai marqué dans la guénaria. Mais entraînez-vous sur les courgettes déjà, c'est le plus facile. C'est le plus visuel, la fleur est grosse, c'est plus ramassé, c'est plus facile à faire. Du cresson. Bah, cresson, c'est ombellifère, donc c'est la même chose qu'on a vu, on ne s'arrête pas trop dessus. Si vous n'avez pas de questions, vous regarderez après. Cresson les noix, j'ai mis le cresson du jardin, parce que le cresson du jardin, il est bien à faire en hiver, pour conseil de production. Faire de la verdure en hiver. Le cresson de jardin l'été, il est trop fort, les gens ne l'aiment pas, mais en hiver, il est bien. Vous coupez ça comme la Clayton. Vous pouvez faire le vendre en botte. Épinards. Donc c'est pollinisé par le vent. Donc attention à la proximité directe, quoi. Donc isoler souvent l'antipollen, moi j'aurais presque envie de leur enlever celui-là. Ou anti-insectes, ça fait quand même une petite protection au cas où quand même. Donc nous, si on va faire plusieurs variétés, par contre c'est facile de décaler la plantation pour ne pas avoir la floraison en même temps. Sachant qu'il y a des épinards aussi bisannuels, comme tous ceux qui passent l'hiver. Et puis il y a ceux de printemps, bah, ils vont fleurir la première année. Donc ça ne sera pas à la même période, donc on peut décaler facilement. Particularité, bah, la particularité, c'est ce que j'ai dit ce matin, je ne sais pas si tout le monde l'avait entendu, c'est que c'est la seule plante qui peut avoir des pieds mâles, des pieds femelles, mais en majorité des pieds bisexués. Oui, parce qu'en fait, la graine elle est à la naissance des feuilles, contre la tige. Donc il faut frictionner pour les défaire, elles sont souvent assez dures. Bon, ça se fait facilement, soit au pied, soit en les frottant. Elles sont agglomérées le long de la tige, en fait, les graines. C'est une graine, on ne voit même pas la fleur hein, sur l'épinard. C'est quasiment la même couleur que la plante. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'insectes d'ailleurs, et que c'est fécondé par le vent. Elle n'a pas cherché à se faire belle pour attirer les insectes. Voilà, donc on récolte aussi quand ça change de couleur, ça devient un peu couleur pain. Et là, on les récolte pour les mettre à l'abri ou quand il y a de la pluie, parce que c'est des graines un peu globuleuses et qui s'imprègnent facilement d'humidité. Donc il faut faire attention, quoi. Bon, c'est pas énormément risqué, mais il vaut mieux prévoir que subir. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? La plantation, moi je mets 30-30 parce qu'on a les mêmes distançages que pour nos salades, sur nos bâches. Et durée germinative, 5 ans, possible 7 ans. Bon, c'est relativement facile à faire, facile à trier aussi. Rien de spécial. La Clayton, bah, j'ai mis la Clayton parce que maintenant ça se fait de plus en plus. Bon, la Clayton de Cuba, c'est la variété botanique qu'on utilise, donc il n'y en a qu'une, on n'a pas de souci de croisement. Alors c'est un Portulacacea, mais ce n'est pas un pourpier. Ça ne se croise pas avec le pourpier. Voilà, et on a le pourpier doré ou le pourpier à grosses feuilles qui est cultivé, et il y a le pourpier sauvage dans le jardin qui est tout à fait comestible, hein, qu'on peut utiliser sans problème. Il faut juste le cueillir avant que les tiges rougissent, parce qu'après elles deviennent dures. Voilà pour le pourpier. Pourpier, la culture, il n'y a rien de plus facile que le pourpier. Désherbage pourpier, vous piochez tout, vous attendez 2-3 jours et vous remouillez, il n'y a que le pourpier qui repart. Pourtant, il n'a pas l'air comme ça. Ça a l'air d'être tout plein d'eau et tout. En fait, c'est hyper résistant. Donc, c'est un petit truc pour faire du pourpier si vous voulez en faire. Voilà. Fenouil. Ben, ombellifère, encore, on retombe sur le même système. Ben, le fenouil se croise avec le fenouil.
Alors, il y a le fenouil feuille et le fenouil bulbe. C'est issu, le fenouil bulbe est issu du fenouil feuille et ils se croisent. Donc, faites attention. Si vous êtes des fenouils comme le fenouil bronze, par exemple, qu'on commence à avoir. Donc, faut pas qu'ils soient fleuris en même temps, en fait. Ceci dit, si vous faites du fenouil bronze, il sera en fleurs et en graines avant le fenouil bulbe. J'ai fait l'expérience en 2021. Là. On avait cueilli les graines que le fenouil n'était pas encore fleuri. Donc on n'a pas eu de soucis. Les deux sont cultivables dans la même établissement. Ouais, il faut juste surveiller qu'ils fleurissent pas en même temps. Durée germinative 3 ans, possible 6 ans. Attention, c'est pas très long. Hein. Pareil, on ne va pas trop s'étendre. Les fèves, bah, c'est des fleurs autofécondes, mais c'est les insectes qui fécondent principalement. Donc j'ai que les données 2 à 4 km, c'est pas garanti. Je ne trouve pas qu'il y ait tant d'insectes que ça qui va dessus. Mais j'ai jamais vérifié vraiment, puis ni trouvé trop d'infos là-dessus. Donc j'ai laissé le classique. Bon, on peut aussi isoler sous vol anti-insectes, ouverture alternative, ou faire une variété par an. Durée germinative, 6 ans, possible 10 ans. Donc, je crois pas beaucoup qu'il y en ait qui aient 6 variétés de fèves. Moi, je les ai pas non plus. Bon, je pourrais, parce qu'à une époque, j'en avais, mais bon, on n'arrive pas à y vendre, spécialement. Donc, on fait celle qui va le mieux, point. Pourquoi s'embêter quand on peut faire simple? Principale chose à dire, voilà, les gousses les plus bêtes, c'est celles qui sont au bas du pied souvent. Faire attention parce que dès qu'elles mûrissent, elles éclatent. Et si jamais c'est humide, elles s'abîment, elles pourrissent. Donc à surveiller. Bon, par contre, c'est vite cueilli. Hein. Donc il faut quand même surveiller ça, c'est tout. Et après, on les met au congèle pour le charançon. Donc je ne sais même plus ce que j'ai mis là-dedans, une quinzaine de jours. Ouais, moi je les mets au congèle et puis je les ressors quand j'ai besoin de la place en fait. Genre, je mets la date dessus pour ne pas les sortir avant les 15 jours, mais autrement, des fois, il restait un mois ou 2. Et du coup, on sèche un peu après le congèle? Il faut juste ouvrir le sac, c'est bon. Ouais. Ouais, le soir même, c'est bon, c'est fini, tout est évaporé. Ça va, c'est tout sec. Les grombeaux, j'ai mis les grombeaux aussi. Donc, c'est aussi des fleurs autofécondes, mais également pollinisées par les insectes. Chez nous, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas vu dessus. Ouais. On peut éventuellement. De toute façon, je n'en fais qu'une variété, donc je ne me suis pas vraiment soucié de la chose. Bon, les fruits, en fait, le fruit peut sécher carrément sous le pied, après il s'ouvre et les graines tombent toutes seules. Il faut surveiller juste de récolter avant que ça tombe par terre. Donc c'est une plante avec en général 3 lobes. Et les lobes, en fait, ça s'ouvre après, ça laisse tomber les graines. Donc on y voit à la couleur, on voit qu'ils changent de couleur, qu'ils sont quasiment secs, donc il faut les cueillir. Et puis, très facile, c'est une grosse graine lourde. Bah, à mon avis, ça va commencer à se vendre aussi dans nos régions, hein. Ça vient. Ça pousse sans trop de problèmes, en fait. Hein. Ça fait comme un pied de poivron. Un petit pied de poivron aubergine, un truc comme ça, un petit pied comme ça. Haricots. On nous dit, il y a beaucoup de contradictions parce qu'on donnait 20 à 50 mètres par sécurité, mais c'est autour entre les nains et les ramans. Il faut éviter de mettre du raman vers du nain. Pourquoi? Parce qu'en fait, le raman, c'est le plus sauvage. Parce que le haricot est une vigne, en fait. Donc, s'il contamine le nain, ben, le nain ne va plus être nain. Il va partir après en fil. Donc, c'est ce qu'il faut faire attention. Sinon, moi, je mettais quand même une dizaine de mètres, et puis, bon, de toute façon, quand on met 10 mètres dans un jardin, on peut en mettre pas mal de variétés en même temps, en fait. Hein, donc, il n'y a pas trop à se faire de soucis. Sativa, il les mettait à quelques mètres, 2-3 mètres, il mettait juste une grande allée entre 2 variétés. Et il dit, on n'a jamais eu de problème. J'aurais pas osé, mais moi, je mettais dans les 5-10 mètres. On congèle aussi, hein, comme la fève. Il faut congeler les graines pour le charançon. Nous, sous les nains, on arrache tout le pied complètement. Enfin, en général, je l'arrache pas, je coupe, pour ne pas ramener de terre et de cailloux. On fait bien sécher et après on les met en andin et on fait au tracteur, on passe au tracteur dessus.
pour écosser en fait. On refait ça plusieurs fois pour que ça soit bien écossé. Après, on les passe dans un terroir. C'est les vieux trucs qu'ils avaient pour enlever le son du blé. Des trucs qu'on tourne avec des manivelles qui se trouvent dans toutes les campagnes. Ça, si vous pouvez en trouver un, prenez-le, parce que pour les haricots, c'est top quand même. Parce qu'à la colonne, je ne peux pas les faire à la colonne parce qu'il y a trop de saleté. Et ça se coince dedans. Donc ce que je fais, je les fais au terroir. Et après, par contre, je les passe à la colonne, ça me permet d'enlever les petits, les casser. Ceux qui sont un peu pourris, qui n'ont pas la même densité, je les trie aussi avec. Le germinatif, 3 ans, post-type 8 ans, le haricot. Dans les haricots, il y a plein de variétés. Hein. Il y a des collections de plusieurs centaines, milliers de variétés. Ça a beaucoup été laissé de côté, surtout l'haricot grain, alors qu'il y avait vraiment des centaines de variétés d'haricots grains dans nos régions à nous. Au moins en France. Hein. On a des petites variétés qu'on fait. Nous, on fait le coton d'air, tout simplement, qui va super bien.